Lancer de poids, gymnastique au sol, saut en hauteur, course de vitesse. Nous sommes au lycée professionnel commercial de Yopougon. Ici, tout comme dans plusieurs autres établissements professionnels, des candidats au certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP, du brevet technicien BT et du brevet professionnel BEP prennent part aux épreuves de l'éducation physique et sportive. Épreuves qui marquent le début des examens scolaires, session 2015 de l'enseignement professionnel sur l'ensemble du territoire national. L'épreuve d'EPS est une activité, comme toute autre, qui s'intègre parfaitement dans le processus d'évaluation finale des élèves. C'est une épreuve qui apporte des bonus aux candidats. Donc ce qu'on peut leur dire, c'est de prendre ça au sérieux. Le niveau il est relativement bon, ça va, les enfants se comportent bien dans l'ensemble. Depuis ce matin, j'ai commencé par l'enchaînement, après le lancer de poids. Je ne suis pas stressée, je prends le sang froid puis je fais. Je sais que ça va aller. Pour le bon déroulement des épreuves, des dispositions ont été prises par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les candidats malades ou blessés au cours des différentes épreuves seront pris en charge. J'étais au sautoir, j'ai sauté en descendant. Je suis tombé au bord, là, maintenant les morceaux de briques m'ont blessé. Il a une petite égratignure au niveau du bras, donc je vais essayer de nettoyer avec des antiseptiques. Environ 15 450 candidats aptes sur les 16 473 enregistrés se soumettent aux épreuves de l'éducation physique et sportive. Elles se tiennent du 13 au 16 avril dans 40 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Ne point réagir face au phénomène d'insécurité maritime serait accepter qu'un jour, il n'y ait plus de trafic sur nos mers. Une menace pour le transport de nourriture, de médicaments, de pétrole et de gaz, entre autres. Mais pour réagir, il faut de la solidarité, des stratégies, du financement, du matériel et de la connaissance. D'où l'adoption du projet d'accord multilatéral portant création de l'Institut de sécurité maritime interrégional, ISMI. Il faut apprendre à se défendre ensemble contre des nouveaux dangers qui ont surgi au cours des 2 dernières décennies, parmi lesquels la piraterie, au-delà des problèmes d'environnement stricto sensu, les problèmes de pêche. Et c'est une bonne façon de répondre, effectivement, tous ensemble, à ces différents problèmes. En plus d'être une réponse internationale à l'insécurité maritime ambiante dans le golfe de Guinée, l'objectif de cet institut est d'assurer la formation et le renforcement de capacités des personnes, des administrations et autres entités privées ayant des activités en mer. Il vise surtout à conduire en toute efficacité les missions de sécurité, de sûreté maritime et de protection du milieu marin. L'Institut sera logé au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un atout pour la Côte d'Ivoire. L'Institut de sécurité maritime qui sera installé à l'Académie va permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner encore une fois dans le secteur maritime. Ça va permettre de former des Ivoiriens, mais également ça va permettre de former des personnels de tout le golfe de Guinée. Et ça repositionne la Côte d'Ivoire comme étant leader dans le secteur maritime. L'établissement bénéficiera de tous les avantages accordés aux institutions diplomatiques. Plusieurs ambassadeurs étaient présents à la cérémonie de restitution. Le FNJ, à la rencontre des jeunes de la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse est allé sensibiliser les jeunes de cette région sur l'entrepreneuriat, car la culture entrepreneuriale constitue la seule alternative dans la lutte contre le chômage. À la demande du ministre Bruno Nabagné-Koné, fils de la région, les jeunes de Boundiali, de Kouto, de Tengrela, de Kolia, de Gbon et ceux de Kasséré ont reçu les rudiments nécessaires pour l'élaboration de projets. Des projets qui seront par la suite financés par le FNJ. Que vous soyez allé à l'école ou que vous ne sachiez pas lire un seul mot, vous avez le Fonds national de la jeunesse comme solution pour faire de vous des hommes qui créent leur propre entreprise, qui peuvent embaucher d'autres personnes. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a offert 204 jeunes, des cadres qui donnent droit au financement de projets. Il a saisi l'opportunité pour encourager les jeunes à l'auto-emploi, afin de contribuer au développement de leur région. Croyez en votre région et surtout, j'insiste là-dessus, croyez en vous-même. Personne ne viendra transformer votre vie à votre place. Et puis sachez que vous pouvez changer votre vie. Les séances d'explication des techniciens du FNJ ont permis de présenter les acquis du Fonds national de la jeunesse. Déjà, plus de 15 000 emplois directs et indirects ont été créés grâce au financement du FNJ.
Des dépôts pharmaceutiques sans médicaments. C'est le constat fait dans de nombreuses officines publiques tant en zone urbaine que rurale. La raison de ces ruptures de stock, le moyen de transport qui fait défaut. Pour acheminer les médicaments, nous demandons à nos infirmiers, quand ils viennent en réunion des districts, au retour, ils partent avec leurs médicaments et à moto. Une moto ne peut pas prendre autant de médicaments qu'un véhicule. Tout est bien parti pour remédier à cette situation. Le PEPFAR s'y engage. Le programme présidentiel américain de lutte contre le sida vient en effet d'offrir 22 véhicules de type 4x4 au ministère de la Santé. Ces voitures serviront à une meilleure distribution des médicaments dans tous les centres de santé. En plus des véhicules, le ministère de la Santé a reçu aussi des équipements de laboratoire et du mobilier pour 241 formations sanitaires, un don estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. J'ai l'espoir, Madame la Ministre, que cet appui en équipement et matériel roulant va contribuer à améliorer les performances du système de santé en Côte d'Ivoire. L'engagement du gouvernement américain en Côte d'Ivoire s'étend également au renforcement des capacités des prestataires de soins et à la mise aux normes des pharmacies des districts sanitaires. Selon le ministre de la Santé, l'aide du PEPFAR est bien précieuse. Lorsque notre système sanitaire n'assure pas la présence du bon médicament auprès du malade à l'instant T, donc au bon moment, les populations malheureusement se détournent des hôpitaux et des prestations curatives, préventives et promotionnelles qui leur sont offertes. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, conscience que c'est du pain béni qu'on vient de recevoir. Et je vous demande expressément d'en faire un excellent usage. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique encourage le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans ses efforts à relever les défis sanitaires auxquels sont confrontées les populations vivant en Côte d'Ivoire. Dans la perspective de la commémoration de ses 100 ans d'existence en Côte d'Ivoire, les fidèles de l'église méthodiste d'Orbaf, sous-préfecture de Dabou, se sont réunis. Un événement spirituel pour contribuer aux échanges de la 12e conférence de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons donné un cachet particulier et nous sommes venus dans ce village pour deux raisons principales. La première raison, c'est la plus grosse de nos églises et la seconde, c'est le village du premier pasteur ivoirien et même de l'Afrique noire. C'est pour donc faire le bilan de nos activités, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, lancer des perspectives et aussi lancer des projets s'il le faut pour que l'Église avance encore plus et en eau profonde. Que nos églises trouvent des solutions ensemble, les pasteurs et les laïcs, des solutions idoines à nos difficultés. C'est pour ça que nous sommes là. Des résolutions et des recommandations au thème de ces assises ont porté essentiellement sur les problèmes financiers, les problèmes fonciers et les problèmes d'organisation. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire vient de loin. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays et nous savons que nous sommes une église à part entière grâce au travail des autorités. Et donc, lorsque le chef de l'État lance l'appel de la réconciliation, nous sommes ouverts à cela et nous sommes prêts. Le culte de ce dimanche marque la clôture de cette 12e conférence qui a lieu tous les 3 ans. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Après des mois de spéculation, c'est enfin officiel. Hillary Clinton est candidate à l'élection présidentielle américaine de 2016. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008 lors de la primaire, Clinton apparaît aujourd'hui comme archi-favorite chez les démocrates. Et si l'ex-première dame est déjà au cœur d'une controverse sur l'utilisation de sa messagerie personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle garde toutes ses chances de remporter la primaire démocrate. Ça n'affecte personne, vraiment. Rien ne prouve qu'elle faisait quelque chose de mal et tentait de le cacher avec ses emails personnels. Et puis, il est encore tôt. Donc, à moins qu'il y ait des rebondissements à ce soi-disant scandale, ça ne va pas empêcher Hillary Clinton de remporter la primaire démocrate. Pour assurer son élection, Hillary Clinton pourra mettre en avant son expérience comme chef de la diplomatie américaine, sénatrice et première dame. Et elle pourra s'appuyer sur la redoutable machine politique familiale emmenée par le toujours très populaire Bill Clinton. Mais avoir un ancien président à ses côtés n'a pas que des avantages.
C'est un atout, certainement, car il est le leader le plus charismatique et persuasif chez les démocrates. D'un autre côté, il y a toujours le risque que Bill fasse de l'ombre à Hillary. Et puis, il flottera toujours autour de lui un parfum de scandale. Hillary Clinton a fait des inégalités sociales un de ses thèmes de campagne et a également placé la lutte pour le droit des femmes au cœur de son discours. Si les droits des femmes sont déniés ou reniés, ce sont les droits de tous qui sont menacés. Hillary Clinton a installé son QG de campagne dans un quartier branché de Brooklyn, avec maintenant un seul objectif, devenir la première femme présidente des États-Unis le 8 novembre 2016. Près de 150 langues différentes se côtoient dans les rues de Wembley, à l'ouest de Londres, l'un des quartiers les plus cosmopolites du Royaume-Uni. Le 7 mai, lors des élections générales, la moitié des votants ici seront nés à l'étranger. D'une boutique à l'autre, c'est un véritable voyage à travers les continents qui s'opère. Un dynamisme économique salué par le député de Brent-Nord. Il s'agit de personnes parmi les plus entreprenantes au monde. Ils ont tout laissé derrière eux et sont souvent venus sans aucune ressource parce qu'ils pensent qu'ici, ils pourront avoir une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants. Comme Mary, qui est arrivée en Grande-Bretagne à tout juste 10 ans, après que sa famille a dû fuir la guerre au Sri Lanka. Les immigrants peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts, tout comme des gens normaux. Zahir, lui, est arrivé d'Inde en 2009 pour étudier. Il est tombé amoureux d'une Française qui vit à Londres et a décidé de rester. Je fais de mon mieux, c'est tout ce que je fais. Et j'essaye d'aider le pays, parce que je vis ici. C'est ma responsabilité d'aider le Royaume-Uni. Pourront voter le mois prochain ceux qui détiennent un titre de résident et sont nés dans un pays du Commonwealth, l'ex-empire britannique, ou bien ceux qui ont été naturalisés britanniques. L'électorat immigrant représente 4 millions de personnes à l'échelle nationale, presque autant que les partisans du parti anti-immigration UKIP. L'immigration est devenue l'un des principaux thèmes de la campagne. Il y a certainement un risque que les migrants et le reste de la société soient montés les uns contre les autres, en particulier pour des gains politiques à court terme. C'est important que nous comprenions que les migrants font partie intégrante de notre société et de notre électorat, qui est debout avec nous pour réclamer un meilleur système. Les principaux partis ont tous promis de mettre en place des mesures plus strictes pour contrôler l'immigration. Mais beaucoup redoutent qu'en s'engageant dans un débat hostile contre l'immigration, ils prennent le risque d'aliéner ces communautés pour plusieurs générations et élections à venir.